Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence. C'est pour moi une première, donc j'espère que tout va bien se passer, que vous m'entendrez bien, que les images seront bonnes de votre côté. Normalement j'ai la fibre, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes en termes de débit ou de coupure. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez interagir avec moi par le biais du chat. Donc j'ai un deuxième écran sur lequel je verrai vos commentaires ou remarques. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un petit retour sur le son, s'il vous plaît, dans le chat? Et comme ça, je pourrais commencer. Je vais voir si cela fonctionne. Ah, j'ai un bonjour. Donc, a priori, on m'entend très bien. Super. Bon, ben, je vais pouvoir commencer. Donc, au sommaire de cette présentation, environ 30-35 minutes de slides et d'explications sur ce thème de l'innovation 3D au service du patrimoine. Et à la fin de cette présentation, je me tiendrai à votre disposition pour des questions au travers du chat. Donc, le sommaire de ma présentation. Donc, je vais vous présenter le groupe de Wood & Co et les différentes entreprises qui la composent. Les technologies de scanner 3D avec le traitement de la donnée qu'on aura reçue de la machine, toutes les opérations que nous pouvons réaliser avec la donnée et ainsi que la visite virtuelle, les différentes étapes de modélisation, des compléments aussi si le scanner n'est pas suffisant avec du drone et de la photogrammétrie, et je terminerai par des retours d'expérience sur différents chantiers. Donc le groupe Wood & Co, j'ai commencé ma première entreprise par une société sur Bordeaux qui s'appelle Mon Projet Bois, que j'ai créé en 2013. Donc un bureau d'études au service des artisans, essentiellement des entreprises de charpente. L'idée était de leur proposer un service de plan et de calcul de structure. Et très vite, je me suis intéressé aux nouvelles technologies sur le bâtiment existant et les manières pour optimiser le relevé de chantier. D'où mon envie et l'accès, la découverte des différents matériels de relevé de mesure en 3D. Il y a 2 ans maintenant, j'ai repris une entreprise sur Limoges qui s'appelle BET Emery. Et enfin, depuis 2 mois, une société sur Toulouse qui s'appelle BE Perspective. Donc l'ensemble du groupe et de ces sociétés représente 19 collaborateurs qui travaillons sur les services de l'ingénierie du bâtiment, en bois essentiellement, mais aussi en béton et en métal. Et ensuite, un petit focus sur mon parcours, parce que voilà, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour cette manifestation organisée par la Fédération Compagnonique, car voilà, tout a un petit peu commencé pour moi dans le bâtiment grâce à la Fédération et aux compagnons. Donc j'ai eu la chance de découvrir un métier suite à un stage de 3e. Voilà, j'ai découvert le métier de charpentier. Donc en 1997, j'ai découvert un lycée qui est dans le Jura, le lycée des Compagnons à Mouchard, dans lequel j'y ai passé donc 2 ans en alternance, où j'ai pu passer un CAP. Donc le premier laissez-passer pour travailler dans le bâtiment, on va dire. Et à la suite de ce CAP, j'ai entamé un tour de France et appris mon métier dans différentes villes. Sur la Tour de France, j'ai donc pratiqué ce métier dont je suis vraiment fou, qui est la charpente, et passionné. Et en même temps, j'ai découvert l'informatique et la possibilité, avec un ordinateur, de dessiner des charpentes. Donc là m'est venue l'idée de me retourner à mes études dans les années 2003 et de faire une licence professionnelle pour compléter mes lacunes en calcul de structure et avancer dans le dessin 3D. De 2003 à 2013, j'étais salarié en bureau d'études, où en fait je ne réalisais plus les charpentes sur chantier, mais derrière un ordinateur. Et en 2013, donc comme je vous le disais, j'ai créé ma première société à Bordeaux qui s'appelait Mon Projet Bois. Donc, voilà, et actuellement, différentes sociétés un peu partout en France. Donc, voilà pour mon parcours, et je remercie encore les organisateurs de la Fédération Compagnonique de cet événement, parce qu'on peut mettre en lumière qu'au travers du bâtiment, on peut faire toute une évolution et un parcours riche en émotions.
Alors, pour revenir à la technologie du scanner 3D, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet outil, on peut faire le parallèle avec un simple télémètre. Donc le télémètre va prendre la mesure quand on appuie sur le bouton, alors que le scanner 3D, lui, va prendre des centaines, voire des milliers de points dans l'espace pour avoir beaucoup de mesures différentes. En tout cas, ça reste la même technologie, donc c'est un infrarouge qui va aller prendre une mesure et le ramener à la machine comme information de distance. Comme le télémètre, le scanner est sensible au soleil, donc en plein soleil, il aura plus de difficultés à prendre des mesures qu'en extérieur avec un ciel un peu nuageux, c'est idéal, ou les intérieurs où il n'y a pas de problème. Et comme le télémètre, s'il y a des espaces de vitres ou de miroirs, le télémètre aura beaucoup de difficultés, donc le scanner également, avec une sorte de rebond. Donc le principe du scanner 3D, je vais vous lancer une petite animation. Voilà, donc c'est un faisceau laser qui est envoyé sur un miroir incliné à 45 degrés, qui permettra de prendre la mesure du point souhaité. Et ce laser va se mettre à tourner, donc prendra différentes mesures dans le sens vertical, et la machine elle-même tournera sur son axe horizontal, donc on aura vraiment une captation à 360 degrés des différents points de mesure. Donc voilà pour la petite animation de principe, et le voici en vitesse réelle. Donc ça tourne tellement vite qu'on ne voit pas le miroir à 45 degrés. Voilà le principe de base du scanner 3D. Donc un scanner 3D, je vous en ai sorti de 3 marques différentes. Le premier produit en entrée de gamme, voilà, c'est quand même un budget, hein, c'est un investissement, mais ça descend, les prix descendent. Moi j'ai démarré les premiers scanners il y a à peu près 5-6 ans, et chaque année les prix réduisent un petit peu, ça se démocratise. Donc le premier prix donc, de chez Leica en BLK 360 est aux alentours de 17 000 € pour vous donner une idée. Le Faro S70 ou le Triple X7, donc les dernières générations, autour de 35 000 €. Voilà, donc pour ma part, je connais bien le Faro S70, c'est celui que nous avons dans l'entreprise. Alors, vu que c'est celui que je connais le mieux, je vais vous le présenter. Donc le scanner permet de faire aussi bien des relevés en couleur qu'en nuances de gris. Nous, on utilise essentiellement du nuance de gris, parce qu'on n'est pas là pour avoir une présentation ou un esthétique, on est vraiment là pour avoir des mesures. Et le nuance de gris va 2 fois plus vite qu'un relevé en couleur. Donc on gagne aussi du temps sur chantier. La portée du scanner va de 60 cm minimum jusqu'à 70 mètres pour le S70, donc le matériel que nous avons, mais il y a aussi 3 autres configurations. On peut acheter du scanner qui va jusqu'à 150 mètres, voire même 350 mètres de portée. Donc vous arrivez à prendre 70 mètres, 150 mètres ou 350 mètres à la ronde, les mesures autour de la machine. La précision est aux alentours de 2 mm, voire 3,5 mm à 25 mètres. La machine se calibre quasiment en automatique au niveau de sa planéité, de sa mise de niveau. Donc il y a un compensateur à l'intérieur, un calculateur, donc il faut le mettre un minimum de niveau, mais sinon il va faire tout le reste tout seul. Et puis il y a tout un tas de technologies embarquées, telles que l'altimètre, une boussole et un GPS, ce qui permet de localiser la machine dans l'espace et de faciliter ensuite ce que je vous présenterai, donc l'assemblage des différents relevés. Et enfin, la machine, quand elle tourne et qu'elle prend les mesures, elle fait aussi une photo à 360 degrés, ce qui permet de pouvoir ensuite faire de la visite virtuelle. C'est très pratique, ça me permet à mes collaborateurs, par exemple si c'est moi qui vais faire le relevé de chantier, de quand même se promener dans le bâtiment sans avoir mis les pieds sur le chantier. Donc en termes de principe, voilà, j'ai pris un exemple à gauche d'une vue en plan pour un relevé d'un bâtiment voilà, d'habitation. Donc j'ai commencé par la rue. Donc chaque point bleu représente la position de la machine, du scanner. Donc je vais mettre la machine sur son trépied, je vais la lancer, elle va se mettre à tourner pendant environ 2 minutes et elle aura pris toutes les mesures. Et je vais continuer mon petit cursus dans le bâtiment pour prendre toutes les mesures, les différents
des différents endroits souhaités. Donc je commence par la rue. On voit qu'au niveau de la porte, j'ai un peu densifié mes positions de scan. Je suis allé un petit peu plus doucement pour ne pas louper le fil, pour qu'il y ait une vraie transition entre les déplacements de la machine et les correspondances des codes qui seront prises par la machine. Et ensuite, voilà, donc c'est un relevé de code qui m'a pris environ 45 minutes pour ce bâtiment. J'ai fait 21 relevés de mesure avec le scanner 3D. Tout ça est enregistré sur une carte SD, comme un appareil photo. Et voilà, bien au chaud dans la boîte. Une fois qu'on a fait la captation sur chantier, il faut traiter cette donnée. Donc on a dans la machine, dans la carte SD, tout un tas de relevés de code. Maintenant, il faut en faire un ensemble 3 dimensions recalées à taille réelle. Donc pour cela, il y a à nouveau 3 logiciels. Bon, il y en a d'autres, hein, mais je vous présente ces 3-là. Un logiciel de chez Autodesk qui s'appelle Recap, qui coûte environ 1200 €, c'est des systèmes d'abonnement sur 3 ans. Ou alors on achète des logiciels qu'on a ensuite en licence perpétuelle, tels que celui de chez Faro, logiciel Scène, ou Reelworks de chez Trimble, entre 6 et 7 000 € d'investissement complémentaire au matériel. Donc, une fois qu'on a choisi un logiciel de traitement de scanner, on importe sa carte SD dans le logiciel. Donc, on voit les petites boules noires qui représentent les 21 positions du scanner que j'ai réalisé pour la captation du bâtiment. Et très souvent, si on a bien procédé à ne pas aller trop vite dans le déplacement du scan, donc moi je conseille pour la captation de déplacer la machine environ tous les 4 à 5 mètres pour être sûr qu'à la fin, et d'aller plus doucement au passage des portes, qu'à la fin, le logiciel puisse en automatique créer l'assemblage et le compactage des données et nous donner, dans ce qu'on voit sur la droite, le nuage de points 3D de l'ensemble du relevé. Donc c'est vrai que pour les bâtiments existants, le 3D en termes de dessin existe depuis très longtemps, et la captation des bâtiments existants, c'est déjà plus récent. Donc maintenant, on peut capter les codes sur place et ensuite dessiner en 3D sur ces relevés, tout en 3 dimensions. Et alors les autres avantages par rapport à un relevé classique, moi j'ai mes souvenirs de relevé avant d'avoir la machine du scanner, c'était un petit croquis à la main, un relevé au télémètre, et puis des fois, quand on rentrait au bureau, il nous manquait quelques informations. Là, le gros avantage, et puis c'était pas rare non plus d'être 2 pour certains relevés complexes. Maintenant, j'arrive à relever tout seul les bâtiments, et il ne me manque pas de cotes, parce que la machine prend tout. Voilà. Donc, beaucoup d'avantages en termes d'évolution grâce au matériel. Alors des fois, ça peut arriver, on a un scanner qui ne veut pas se caler avec l'autre, donc on est obligé de faire une intervention manuelle pour l'aider à comprendre dans l'espace les correspondances entre les différents relevés. Donc cette technique est un écran partagé, où on voit les 2 relevés, et je vais l'aider avec 3 points de référence, avec 3 couleurs. Je vais cliquer sur différentes positions dans les différentes photos correspondantes au même point, et le scanner, grâce à cette aide, réussira à repositionner dans l'espace la position des relevés et en faire un ensemble. Voilà, donc ça peut arriver que le logiciel ne fasse pas tout en automatique, mais il y a ce qu'il faut pour l'aider à assembler le relevé. Ensuite, voilà, dans ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, la visite virtuelle. Le scanner, une fois assemblé, va aussi faire un fichier de visite virtuelle qu'on peut déposer sur une plateforme internet et envoyer après à son client ou à son collaborateur pour visiter, se promener à l'intérieur du bâtiment. Donc en haut à droite, vous avez une petite vue en plan et différents points noirs qui correspondent aux différentes stations et positions du scanner que j'ai effectué. Et ainsi, on peut cliquer soit sur la vue en plan en haut à droite, soit sur les petites boules qu'on aperçoit au fond, mais ce n'est pas très clair. Et on peut se promener dans le bâtiment et prendre des mesures grâce à l'outil qui est en bas qui s'appelle Distance. On appuie dessus et si je veux la largeur du portail, je vais cliquer à gauche et à droite et la mesure s'affichera. Voilà. Donc on visite le bâtiment et on peut prendre des cotes à l'intérieur de cette photo. Parce que là, c'est une photo 360, mais derrière, en fait, il y a le nuage de points. Et le nuage de points, vu que c'est des milliers de points, c'est pas toujours très clair. Donc avec la photo, on a la clarté d'une lisibilité simple. Par contre, derrière, on a la précision à l'intérieur du fichier du nuage de points.
Les points, pour nous, quand on fait du relevé, chaque station, on règle la machine pour avoir des points entre 5 et 7 mm. Donc l'espacement des points est environ 5 à 7 mm. Et vu qu'on déplace la machine et qu'il y a des recouvrements, à la fin, quand on regarde, on a des points quasiment tous les 2 mm. Voilà, donc on a une précision d'espacement de points aux alentours de 2 mm. Voilà. Donc, première étape, le logiciel d'assemblage de nuages de scan. Une fois qu'on a compacté l'ensemble, on l'importe dans un logiciel de dessin. Donc ça peut être très utile en phase architecturale pour que l'architecte, le maître d'œuvre puisse avoir un fond de plan du bâtiment existant précis. Et une fois qu'on a importé ce nuage de points, on peut effectuer des coupes verticales, des coupes horizontales et dessiner dans son logiciel les murs, les toitures et les planchers. Donc vraiment, le nuage de points, c'est un fond de plan sur lequel on va dessiner avec son logiciel. Donc là, je vais donner un exemple avec le logiciel Archicad. J'aurais pu prendre Revit ou Allplan, peu importe. Mais en tout cas, ça permettra de faire le dessin 3D sur la base du nuage de façon efficace. Ah, Franck Bachelet m'indique juste une diapo scanner 3D. Et j'imagine qu'il y a peut-être un problème dans les affichages. Je vais repartager mon écran peut-être. Ah, ça défile pour Sébastien Lebas, donc je continue. Ok, bon, excusez-moi Franck, je pense que ça fonctionne de la part de Sébastien. Je continue. En complément, il m'arrive sur certains chantiers de ne pas réussir à faire une captation totale du bâtiment parce que ça reste un outil de terrain, donc je m'en sers au sol. Ça peut m'arriver d'essayer de passer par une fenêtre de toit et de le poser un peu sur le toit, mais c'est toujours assez délicat. Donc de plus en plus, je vais compléter mon relevé par scanner avec du drone. Donc là, j'ai fait appel à une société qui s'appelle Bimotep, qui est spécialisée dans la captation par drone. Et grâce à la photogrammétrie, donc il fait son vol, il fait tout un tas de captations de photos et on arrivera à mélanger les deux technologies, le scanner et le drone. Donc par rapport au drone, donc on n'est pas sur la même technologie. Le drone n'envoie pas un faisceau laser et n'a pas une dimension très précise de relevé de cote. On est sur de la photogrammétrie. Donc une fois qu'on a fait ces photos, on le met dans un logiciel. C'est un peu comme le scan, sauf que c'est d'autres logiciels. Là, c'est Reality Capture, par exemple, qui va donc charger les photos et les positions de vol du drone, mais ça reste une précision qui est moindre que celle du scanner. Mais c'est déjà pas mal. Donc on a une typologie de vol, on le voit par système de colonnes. Donc on va monter le drone à peu près tous les 1 mètre, 1,50 m et faire des photos. Donc à la fin, on tourne autour du bâtiment en faisant des colonnes comme ça de photos. Et le logiciel Real Capture nous fera un ensemble. Et ensuite, de cet ensemble, on ira le mettre avec le relevé scanner pour avoir la précision. Donc on va compacter et on va mettre dans le logiciel aussi bien le scanner 3D que le relevé par drone pour avoir l'ensemble du bâtiment en 3D et surtout, donc, ce qui m'intéresse souvent, les toitures. Voilà, donc la précision du scan et le complément du drone pour les parties inaccessibles ou non visibles du sol. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, je garde un œil dessus. Donc voilà le rendu final. Donc si je n'avais fait que du scanner terrestre, on n'aurait pas eu la chance de voir les jolies terrasses 11.1 ou les cheminées du dessus. Alors j'ai une question, une idée de la précision par le drone. Le drone, on va dire qu'on est dans l'ordre du centimètre, allez on dira entre 1 et 5 cm, alors que le scanner, on est plutôt dans le millimètre, aux alentours de 2 à 3 mm. Mais par contre, avec les logiciels, on profite du scan pour recaler la précision du drone et à la fin, tout compacter
on peut dire qu'on est à entre 2 et 5 mm le mélange des deux. Donc, ce qui peut être tout à fait acceptable. Alors, je viens maintenant au chapitre des retours d'expérience, des exemples d'applications. Donc, dans le bâti ancien, donc l'innovation 3D au service du patrimoine, on est en plein dans le thème sur ce projet-là. Donc, c'est un projet de lavoir existant qui devait être démonté, remplacement des pièces défectueuses et ensuite remonté. Donc voilà, on voit les différentes étapes. Donc en haut à gauche, le résultat de la captation 3D, uniquement par scanner. Donc ça s'appelle la captation 3D, ça s'appelle un nuage de points. Donc ce sont des milliers de points espacés, on l'a dit tout à l'heure, tous les 2 à 3 mm. Ce nuage de points a été importé dans un logiciel spécialisé pour la charpente, donc là en l'occurrence c'est SEMA, mais il existe aussi CADWorks, Dietrich, enfin, c'est comme partout, hein, il y a plein de logiciels différents. Et cela nous a permis de dessiner la charpente existante, d'identifier les pièces à remplacer. Ensuite, on a remis à l'entreprise de charpente les plans et le repérage des éléments à changer. Ils ont fait la préparation en atelier et enfin fait le montage sur chantier. Voilà, donc on est vraiment dans une image fidèle du bâtiment existant, ce qui permet de travailler tranquillement au bureau sans qu'il nous manque des éléments. Deuxième retour d'expérience, la captation d'un dôme. Alors, sur une charpente cintrée, quand on le fait à la main, c'est pas évident. Donc en fait, plus les bâtiments sont complexes, plus le scanner a sa place, je dirais. Parce que voilà, sur des éléments cintrés, le scanner nous permettra quand même de faire un relevé de manière plus efficace et plus simple. Et puis tout seul. Voilà, donc ça c'est une captation que j'ai réalisée, ça m'a pris environ une journée de relever, parce que je voulais être précis et qu'il y a beaucoup de pièces de bois. Et puis il fallait passer à l'intérieur, à l'extérieur, dessus. Donc c'était pas facile de se faufiler partout, mais on a réussi. Donc une fois le déplacement du scanner, j'ai compacté l'ensemble. Donc on voit en haut l'ensemble du relevé 3D et en dessous, ce qui est bien aussi dans le 3D, c'est qu'on peut faire une coupe et voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc là, ça m'a permis de voir et de comprendre la structure, comment elle avait été conçue et comment elle s'est déformée. Et ensuite, grâce à ce nuage, j'ai pu modéliser donc, le bâtiment existant pour y faire également les repérages des pièces à changer, voilà, des pièces à résiner, voilà, un plan de repérage. Donc un chantier de dôme existant à réhabiliter. Ensuite, je vais vous présenter un chantier d'expertise. Donc là, le scanner m'a permis, bon, comme d'habitude, de prendre le relevé du bâtiment existant. Et là, ce qui était très intéressant, quand on fait des diagnostics, qu'on veut comprendre comment la structure s'est déplacée, et ben, c'est de pouvoir effectuer des coupes et de comprendre et de mesurer de combien les ouvrages ont pu se déformer. Donc là, à gauche, vous avez la photo. Donc le scanner, toujours le même principe. Je le déplace dans le bâtiment. Je compacte l'ensemble des données. Et ensuite, je fais des coupes et je prends des mesures. Donc à droite, vous avez une vue de dessus sur laquelle j'ai effectué des mesures. Donc j'ai traité à l'horizontale en rouge les axes des charpentes, des fermes. Et quand je regarde l'alignement des poteaux à droite et à gauche et que je tire un trait de niveau, au milieu, le poinçon s'est déplacé de 14 cm en moyenne vers le haut, vers le nord. Et donc voilà, ça m'a permis de comprendre que la structure était en train de se déplacer dans son axe vers le haut. Donc ça, c'est déjà une première analyse que nous avons pu effectuer grâce au scanner, de façon assez simple. Autre exemple, toujours sur ce même chantier, mais cette fois dans des coupes verticales, aux emplacements des fermes. Donc j'ai fait l'exercice sur toutes les fermes, et là je vais vous en exposer deux. Donc en haut à gauche, vous avez la ferme numéro 4, sur laquelle j'ai pu identifier, même sur le scanner on le voit, une tache marron entourée en rouge, qui est une pièce métallique de renfort.
Et sur place, grâce aux photos, j'ai aussi pu voir que la charpente, enfin, la pièce de bois à l'entrée avait cassé. Donc c'est pour ça qu'une pièce de métal avait été rapportée. Et ensuite, j'ai pu mesurer tous les déplacements de la charpente par rapport à sa forme initiale. Voilà, donc 12,8 cm au milieu, les poteaux à droite presque 10 cm, poteaux à gauche 4 cm, les arbas 6 à gauche, 2 à droite, voilà. Mesurer tous les déplacements de cette ferme numéro 4. Et enfin, donc la ferme numéro 6, qui était la ferme tout au bout, au nord, tout en haut, et ben, la ferme numéro 6, j'ai pu mesurer jusqu'à 21 cm de déformé de la charpente. Voilà. Donc grâce au scanner, je peux prendre des mesures et comprendre comment la charpente a pu se déplacer. Autre exemple sur un musée pour la ville de Tours. Donc à droite sur la vue en plan, toute une série de travées et de fermes. Donc j'ai entouré la ferme que j'ai identifiée avec un problème de déplacement à droite. Et sur la gauche, vous avez la coupe dans l'axe du faîtage qui m'a permis de constater un déplacement de la charpente de 32 cm entre le pied de la charpente et le haut dans son axe. Voilà, donc pareil, la technologie scan m'a permis de mesurer avec précision ce déplacement. Je continue, toujours sur ce musée. Donc une charpente traditionnelle avec 3 typologies de conception, 3 typologies, donc type 1 à droite qui est la partie la plus ancienne, un type 2 au milieu et un type 3 à gauche qui est beaucoup plus récent, mais qui a été un peu triangulé pour éviter que tout ça ne tombe parce qu'il y a quand même des très très gros déplacements. Donc j'ai pu mesurer grâce au scanner un déplacement de 60 cm en partie haute, 40 cm au milieu par rapport au bas du poteau de sa position initiale. Voilà, donc encore une fois, la technologie scan nous permet de mesurer les déplacements. Autre exemple, sur une église. Donc sur cette église, le projet était de faire le relevé du bâtiment existant pour changer encore une fois des pièces abîmées. Pour faire cet exercice, l'entreprise a eu besoin également de poser un échafaudage et d'étayer la structure pour pouvoir changer les pièces défectueuses. Donc on a eu besoin de prendre les dimensions de la voûte, les dimensions de la charpente, de positionner les échafaudages et de vérifier en fonction de la position des pieds de l'échafaudage si la voûte est en capacité de prendre les efforts. Donc voilà, on a procédé sur l'image de gauche au relevé scan 3D, au compactage de la donnée et sur la droite ensuite à la modélisation 3D de la charpente. Une fois qu'on a modélisé cette charpente, on a pu également modéliser, toujours en 3 dimensions, dans le logiciel de calcul de structure, la charpente pour y définir les efforts et positionner, on le voit en gris pointillé sur la gauche, l'échafaudage qui reprendra donc les efforts de la charpente une fois démontés. Et enfin, à droite, de définir les efforts qui arriveraient sur la voûte. On a également pu mesurer grâce au scanner et positionner avec précision les efforts de l'échafaudage qui reprend les efforts de la charpente et de la toiture pour vérifier la bonne tenue de la pierre en dessous. Donc voilà les exemples de retour d'expérience et de pratique du scanner et de cette technologie. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Depuis qu'on a utilisé ce matériel, on se sent vraiment plus précis dans les relevés, on part confiant quand on repart, on a une vraie analyse du bâtiment existant et de sa compréhension. Donc voilà pour un petit mot de la clôture. Alors j'ai une question dans le forum. Savez-vous si la charpente de Notre-Dame avait été scannée avant sa destruction par l'incendie ? Très bonne question. Donc effectivement,
J'ai eu la chance de croiser un architecte des bâtiments de France avec qui j'en ai discuté. Et oui, on a la chance d'avoir eu un relevé scan de Notre-Dame. Donc voilà, il y a aussi tout ce volet-là qui est très intéressant avec le scanner, c'est que ça nous permet de faire une captation de bâtiments existants, de les conserver dans nos ordinateurs. Et si jamais plus tard on a besoin, ben, on pourra faire appel à ces géométries, à ces informations stockées pour remplacer des pièces ou alors, voilà, dans le cas le plus dramatique, refaire le bâtiment à l'identique. J'ai des confrères qui. Donc, c'est du matériel qui est utilisé essentiellement, le scanner, par des géomètres. Ça commence à se démocratiser, des entreprises, aussi bien des bureaux d'études que des entreprises de charpente, de maçonnerie, investissent dans ce matériel pour leur compte, pour faire leur relevé. C'est quand même quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus courant, mais au départ, ça reste du matériel de géomètre. Donc, effectivement, captation en 3D de bâtiments existants. Donc, je sais que j'ai des géomètres qui font ça sur des ouvrages qui ne peuvent pas être réhabilités tout de suite, parce que voilà, il n'y a pas les moyens pour le moment de faire les travaux. Donc, ils font une captation du bâtiment existant. Comme ça, ils ont à l'instant T la possibilité pour plus tard de reprendre l'ouvrage quand cela sera possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple avec du scanner 3D sur des charpentes, ça m'arrive d'intervenir où il y a eu un incendie. Donc c'est très délicat, on ne peut pas monter partout, il faut faire très attention. Avec le scanner, voilà, ça nous permet de prendre un relevé avec une sécurité un peu plus grande. Qu'est-ce qu'on peut dire avec le scanner 3D aujourd'hui, donc on l'a dit tout à l'heure, le drone, pour imaginer le scanner de demain, le drone ne fait pas de télémétrie, donc il ne prend pas des mesures précises, c'est de la photogrammétrie, mais on peut imaginer que demain, à force d'innovation et toujours de réduction de la taille des scanners et de la légèreté du produit, on imaginera accrocher un scanner sur un drone et du coup profiter de la précision du scanner et du vol du drone pour coupler les deux technologies. Qu'est-ce qu'on peut imaginer encore demain en termes de scanners mais c'est même pas demain, ça commence à exister. Des scanners où on se déplace et sans s'arrêter, la captation 3D se fait. Donc on est encore dans des choses où il y a du mouvement. Donc en termes de précision, ça sera moins bien qu'une station pour le moment, hein, aujourd'hui. Mais on peut imaginer que demain, ça sera le cas. Pourquoi pas encore aller plus loin, mais avec un simple smartphone, se promener et toutes les cotes seront prises. Voilà. Ça va très très vite dans le numérique, donc on peut tout imaginer. Ce qu'il faut bien avoir conscience dans la captation du scan 3D, c'est qu'on a beaucoup de données. Donc l'une des contraintes du scanner, c'est d'avoir des gros espaces de stockage, des gros disques durs et même des gros ordinateurs. Donc chez nous, par exemple, on a un ordinateur qui est dédié à ça, parce que si chacun commence à mettre la donnée du scanner dans son ordinateur, les disques durs sont vraiment vite remplis. Donc on centralise toute la donnée dans des disques spéciaux et dans un ordinateur très puissant pour le stockage et le traitement. Souvent le traitement aussi, ça peut être assez long. Sur certains chantiers, on peut avoir vite 100, 150, voire 200 positions de scan. Donc tout ça à traiter par la machine nécessitera souvent plusieurs heures de traitement. Donc l'idéal, c'est après le chantier, on rentre au bureau, on vide la carte SD, on lance le programme le soir, et puis le lendemain matin, la donnée est prête à être utilisée. Voilà. Ce serait dommage de rester derrière son ordinateur à le regarder tourner toute la journée. Voilà, ça peut vite tout bloquer. Donc avoir une machine dédiée à ça. Voilà dans les inconvénients. Et ensuite, pareil, dans le traitement ensuite pour le logiciel de dessin ou de calcul de structure, quand on veut importer le nuage de points, cela peut être vite très très lourd. Voilà, si vous avez fait une captation avec des points tous les 3 mm sur 200 stations, on parle en millions de points. Donc des fois, on n'arrive même pas à importer le fichier tellement qu'il est lourd. Donc ce qu'on va faire, c'est que par le biais du logiciel de traitement de nuages, on va alléger, on va enlever tous les points qui ne servent à rien. Au lieu d'en avoir tous les millimètres, on peut les mettre tous les 5 voire tous les 10 mm. On divise par la taille du fichier par 20 ou par 50 des fois.
Et en fait, on a ce qu'il faut. Quand on a des points tous les 5 mm sur un bâtiment et qu'on fait une coupe horizontale sur 1 mètre de profondeur, ben, on a les positions des murs tout aussi bien que si on avait des points tous les millimètres. Donc voilà, il faut savoir alléger ces fichiers aussi pour ensuite les importer dans le logiciel de dessin. J'ai une question sur le chat, sur le coût global d'investissement. Le coût d'investissement, donc je présentais au tout début, il faut compter entre 35 et 5 000 euros de logiciel, donc aux alentours de 40 000 euros. Voilà, c'est un investissement. 40 000 euros. Au tout début, quand j'ai commencé il y a 5-6 ans, eh ben, je louais la machine auprès des géomètres, parce que je n'avais pas les moyens de l'acheter. Il fallait compter entre 300 et 600 euros par jour en location, voilà, pour une journée de relevé. Donc voilà, donc, la première option que je peux vous conseiller si vous voulez lancer au scanner 3D, c'est de la loc. Et ensuite, en fonction de votre usage, pourquoi pas l'investissement. Donc moi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'allais chercher le scanner en location toutes les semaines. Donc c'était le moment d'en acheter un, ça devenait rentable de faire l'acquisition. Et aujourd'hui, il sort un jour sur deux. Voilà. Depuis le mois de janvier, même là, je dirais, il sort quasiment tous les jours. Donc plus on l'a et plus on l'utilise. Alors pour les maisons individuelles, j'ai la question dans le forum. Moi, à partir du moment où on a besoin de prendre un relevé de bâtiment, voilà, et si on a la machine, autant en profiter. Donc je dirais que oui, ça sert pour la maison de monsieur et madame tout le monde. Je prenais l'exemple, je vais revenir en arrière, de retour d'expérience de la maison individuelle, voilà, pour celle-ci. Donc ça, c'est une agence d'architecture qui ne travaille que en 3D avec le logiciel Archicad. Et pour tous les chantiers, c'est pas compliqué, ils nous demandent de faire le relevé du bâtiment. Voilà, donc ça, c'est une prestation. Faut compter pour un bâtiment comme ça, donc c'est un relevé d'1 heure ou deux, plus en général, c'est à peu près le même durée au niveau du chantier, donc c'est une demi-journée de travail pour nous. Donc ça va lui coûter, je sais pas moi, ça ferait 4,20, entre 300 et 400 euros la prestation de relevé. En tout cas, voilà. Et j'ai de plus en plus de demandes d'architectes qui, une fois qu'ils y ont goûté, voilà, ne savent pas faire sans, parce que c'est vraiment très très pratique pour eux. C'est vrai que c'est en plus c'est embêtant, quoi, même pour la maison de monsieur et madame tout le monde, mais je pense que vous y êtes tous confrontés en tant que personne du bâtiment. C'est toujours délicat d'avoir un relevé de code qui est faux. Voilà. Et après, tous les autres corps d'État, que ce soit le maçon, charpentier, électricien, les cuisines à la fin, on est tous embêtés pour passer et avoir les choses au bon endroit. Donc c'est vrai, dès le début, faire un bon relevé de cote, pour moi, ça me paraît quand même essentiel. Et bien sûr, plus le projet est complexe, et plus le scanner a sa place. J'ai une autre question sur le forum. Est-ce que les résultats des scanners 3D peuvent être séparés, arba, pièce ou autre? Exemple, pour une charpente, afin qu'une machine à commande numérique puisse réaliser la dite pièce de bois à partir des résultats scan. Alors, je vais prendre l'exemple d'une charpente, voilà, par exemple celle-ci. Le scanner 3D, ce n'est vraiment qu'une machine qui prend des mesures. Elle ne dessine pas en 3D et elle n'identifie pas les matériaux, pas encore. Parce que peut-être que demain, j'ai entendu des choses où le faisceau pourrait aller chercher l'information du matériau et revenir avec. Mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui, le scanner ne fait que, comme le télémètre, prendre des cotes. Donc il ne sépare pas quoi que ce soit. Ensuite, dans le logiciel de traitement de nuages de points, on peut très bien sélectionner en 3D une densité de pièces de bois sur un arbre à l'étrier et le convertir dans un maillage pour avoir un objet 3D. C'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Essentiellement, ce que je conseille sur la nuage de points, c'est en fait de l'importer dans un logiciel spécialisé et de dessiner sa pièce de bois. Donc, à la limite, plutôt que sur cet exemple-là, importer le nuage et dessiner l'ensemble de la charpente, j'aurais pu imaginer de dessiner que la pièce de bois a changé. Ça, c'est possible. Voilà. Et ce n'est pas le nuage qui le fera, ce sera un travail de dessinateur sur le logiciel de 3D. J'espère avoir répondu à la question. J'ai une nouvelle question. Après la concaténation des fichiers du scanner 3D, la modélisation de la structure par une personne physique est donc indispensable. Il faut deux logiciels
où tout peut être réalisé dans le même. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. On a une première étape qui est la captation, le logiciel de compactage de l'ensemble, et ensuite un autre logiciel qui permet de faire le dessin. Et chaque métier a ses logiciels. Par exemple, l'architecte, je prenais la maison individuelle, les architectes. Alors, il faut des logiciels aussi qui permettent l'import du nuage de points. Je sais que, par exemple, chez Allplan, à une époque, ça a peut-être changé, mais ce n'était pas possible d'importer un nuage de points. L'import de nuage de points dans Revit, je sais qu'il n'y a pas de souci. Dans Archicad, il n'y a pas de problème. Toujours avec la vigilance de la densité. Par contre, ça m'est arrivé d'avoir des nuages de points que je n'ai pas réussi à importer dans Archicad parce qu'ils étaient trop gros. Donc, j'ai dû les alléger pour les importer. Donc, Revit, Archicad, pas de souci. SketchUp, il me semble qu'avec des plugins, ça peut se trouver, mais d'office, ça ne marche pas d'emblée dans SketchUp. Voilà, donc pour les logiciels architectes en phase conception. Ensuite, pour les logiciels métiers, c'est pareil. Il faut vérifier. Pour les logiciels en gros œuvre, en 3D, alors c'est pas toujours très commun dans le gros œuvre, le 3D, mais je sais que ça peut être fait dans AutoCAD, dans Revit. Qu'est-ce qu'il y a comme logiciel? Voilà, je pense à cela. Dans la construction bois, c'est pareil. Enfin, voilà, chaque métier après ses logiciels, il faut voir la compatibilité de l'import du nuage de points. Sinon, on peut imaginer notre étape, c'est l'importer dans un logiciel de dessin, le dessiner en 3D, et ensuite l'exporter dans un format compatible type IFC et l'envoyer vers un autre logiciel. Voilà. Donc là, on rentre dans le détail des formats de fichiers, mais c'est possible. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'en vois pas plus que ça. Arriver, je vais attendre un petit peu. Donc le nuage de points, ce qui est intéressant aussi, c'est d'en faire à plusieurs étapes de vie d'un bâtiment. Par exemple, sur un diagnostic, si on a fait une constatation de déplacement ou de déformation, on peut revenir dans un mois ou deux, ou un an, etc., refaire une captation 3D et de vérifier si la structure a continué son déplacement ou si elle s'est stabilisée. Donc on peut faire de la comparaison d'éléments, de relevés, grâce à cette technologie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc un scanner 3D, en général, il est livré avec 2 batteries. Donc on arrive à faire une journée de 8 heures complète. Donc sur une journée, on relève des bâtiments de très très grande taille. Comme je vous disais, chaque station, c'est 2 minutes. Donc vraiment, sur le chantier là de cette halle, j'ai mis, je sais pas, j'ai dû faire une vingtaine, une trentaine maximum de scans. Donc j'ai mis 1 heure, 1 heure et demie pour faire le relevé. Donc c'est relativement rapide. Ce qui est le plus long au début, surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est la partie traitement. C'est mettre tout ça dans l'ordinateur, avoir les bons assemblages, et ensuite l'exporter pour le remettre dans son logiciel de dessin. Ça, c'est un petit peu plus long quand on n'a pas l'habitude. Puis après, quand on a la main, ça va un peu plus vite. Pareil, en termes de relevé, au début, on se loupe, on va trop vite. Et quand on rentre au bureau, ça ne marche pas au top. Il ne faut pas hésiter à prendre du temps dans les passages de porte. En fait, dans les espaces, je vais prendre l'exemple d'une maison avec une cave, ça c'est le plus dur à relever, ou des étages et le passage de l'escalier. Voilà. Quand les endroits sont étroits et qu'on n'a pas un grand champ de vision, c'est pas facile à faire le relever. Donc il faut vraiment y aller par étapes, petit à petit, pour qu'on ait une sorte de recouvrement entre les différentes positions qui permettent de faire un assemblage ensuite de façon simple. Sinon, vous allez y passer du temps après à chercher des points de correspondance grâce au double écran. Et ça peut être long et pas très précis. Il faut prendre le temps de se déplacer dans les espaces. Voilà, après, qu'est-ce que je pourrais vous indiquer de plus? Est-ce que vous avez des questions sur le scanner? Alors, je sais aussi qu'il y a certains scanners qui sont embarqués avec des capteurs thermiques.
Je crois que c'est le cas pour Leica. Ils ont des scanners avec capteur thermique intégré, donc ce qui permet de faire la mesure, la visite virtuelle et les ponts thermiques. Voilà. J'ai aussi vu des démonstrations du scanner de chez Faro avec un chariot couplé à une autre machine qui permet de faire donc, de la captation en mouvement. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens mettre un scanner sur des bateaux. Voilà. On peut travailler aussi avec le scanner la tête vers le bas. C'est vrai qu'on a l'habitude de travailler tête vers le haut, mais dans certains cas, ça peut être intéressant de le mettre à l'envers. Donc, il fera aussi la captation vers le bas. Voilà, donc le scanner est vraiment une technologie qui permet de relever n'importe quel type de bâtiment, en couleur ou en noir et blanc. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Je vais voir arriver sur le chat. En termes d'apprentissage sur la machine, c'est vraiment très simple. On a des réglages qui sont livrés par défaut. Souvent, on est obligé même de les réduire parce qu'ils sont trop précis. Donc, il y a une densité de points, donc l'espacement des points à une distance de 10 mètres. Donc, comme je vous le disais, moi, je me mets des réglages environ tous les 7 mm. Et ensuite, un réglage de précision de nombre de fois où le laser va taper sur la cote pour la vérifier. Donc moi, je vais faire un réglage entre 2 ou 3 fois le même point pour vérifier la distance. Et donc, une fois qu'on a fait ces réglages, on appuie sur un bouton, la machine se lance toute seule, fait son stockage, et quand elle a fini, elle le dit, on la déplace, on rappuie sur le bouton. Donc en termes de formation, il faut compter une demi-journée, et après on est largement autonome sur la partie chantier. Et sur la partie logicielle, là il faut un petit peu plus de temps. Souvent il faut compter une demi-journée, une journée de formation, et puis après c'est surtout de l'expérience utilisateur pour aller de plus en plus vite. Y a-t-il besoin de vérification périodique par un organisme agréé? Oui, tout à fait. C'est comme tout le matériel de géomètre, il est bien de le renvoyer en révision tous les ans pour vérifier l'étalonnage, pour garder la précision et le bon fonctionnement du matériel. Donc ça peut être fait par le biais de magasins qui vendent des outils de géomètre, ou alors chez le fabricant, donc le renvoyer aux usines pour une révision complète. D'ailleurs, ça me permet de rebondir, si jamais vous envisagez l'acquisition d'un scan d'occasion, ça serait bien d'exiger de la part du vendeur, ou vous, avant de l'acheter, de l'envoyer en révision pour un contrôle. Voilà, c'est des machines. Alors, les nouvelles générations de scanners sont étanches. J'ai eu la chance, quand j'ai acheté le S70 de chez Faro, d'arriver au moment où il les rendait étanches. Donc s'il pleut, c'est pas si grave que ça. Le scanner est tout à fait prévu pour ça, alors que les générations d'avant, non. Donc il ne craint pas l'eau. Il craint du coup moins la poussière également. Ça m'est arrivé une fois sur chantier de scanner avec un parapluie au-dessus. Et en fait, ça ne marche pas très bien parce qu'en fait, le faisceau va être dévié par les gouttes d'eau. Donc on va perdre en précision. Et en plus, quand vous allez regarder le nuage de points, vous allez voir les gouttes d'eau en 3 dimensions. Donc ça fait une espèce de ligne verticale. Donc c'est vraiment pas pratique de scanner sous l'eau. Ça ne marche pas. Donc on peut finir un scanner parce qu'il se met à pleuvoir quelques gouttes. Et puis après, on le range et on revient quand il fait beau. Voilà, en termes de scanner, de technologie. L'autre avantage du scanner, vu que c'est du scan, c'est du laser, on peut travailler dans le noir. Donc moi qui fais beaucoup de relevés de charpente, c'est pas toujours facile d'avoir de l'éclairage. Il n'y a pas de problème, c'est de l'infrarouge, on va relever dans le noir sans aucun problème. Par contre, pas de couleur. Alors peut-être que je ne connais pas bien les réglages, mais en tout cas pour ma part,
Chaque fois que j'ai fait des relevés dans des pièces sombres en couleur, le résultat n'était pas très bon, alors qu'en noir et blanc, en nuage de gris, nuance de gris, pardon, franchement, c'est impeccable. Donc, même dans le noir, ça fonctionne. Petite question dans le chat. Quel type de scanner existe-t-il pour pouvoir scanner des fondations pour nous les maçons? Alors, le scanner ne prend les mesures de ce qu'il voit. Voilà. Il ne va pas prendre des éléments qui sont cachés. Ça ne traverse pas les éléments. Voilà. Donc, si on veut faire un sondage de fondation, malheureusement, on sera obligé d'ouvrir le sol, d'ouvrir les fondations, d'ouvrir les tranchées et de pouvoir ensuite faire une captation. Donc là, il n'y a pas trop de choix en termes de mesure de fondation. Ensuite, en termes de ferraillage, par contre, j'ai aussi une autre technologie qui s'appelle le ferroscan. Donc, le ferroscan nous permet de prendre la position et une estimation, mais qui est quand même assez précise, du diamètre des ferraillages. Voilà, donc ça, par contre, il y a des technologies qui existent, que nous avons, qui s'appellent les ferroscans. Voilà, le ferroscan que nous avons va jusqu'à 20 cm de profondeur et nous dira sur la première captation, sur le premier lit, la position de profondeur et le diamètre des aciers en estimation. Alors ça reste de l'estimation, ils ne garantissent pas le diamètre. Donc, malheureusement, on doit vérifier par sondage pour être sûr de la dimension de l'acier. Voilà. Par contre, pour tout ce qui sera hors sol, le scanner 3D, même en gros œuvre, sera tout à fait efficace. Ça m'arrive régulièrement de faire des relevés sur de la pierre, du béton, peu importe le matériau, mais sur des bâtiments existants, on peut le faire. Alors, j'ai une nouvelle question qui arrive. On peut aussi voir le recouvrement des aciers. Non, ça, avec le ferroscan, on ne verra pas le recouvrement des aciers. On verra la position des aciers et l'estimation de leur diamètre. Alors, j'ai une autre question. La tomographie plus forage, peut-être. D'accord. Ça, c'est une technologie que je ne connais pas. Donc, je ne pourrais pas vous donner mon avis, mais c'est très intéressant de pouvoir participer avec vous et avoir un retour de choses nouvelles. Voilà. Donc, en termes de technologie, dans l'innovation aujourd'hui, je vous ai présenté le scan, le drone, la thermographie. Demain, voilà, on peut imaginer tout un tas d'innovations qui nous permettront, je l'espère, d'aller un petit peu plus loin. Mais voilà, aujourd'hui, on a déjà des choses très très intéressantes qui nous permettent d'entretenir et de surveiller nos bâtiments existants. Donc, effectivement, l'exemple de Notre-Dame reste un élément marquant encore aujourd'hui, qui permettra, je l'espère, alors je ne sais pas encore ce qui avait été décidé, si c'est refait à l'identique ou dans des versions plus modernes, mais en tout cas, Notre-Dame est bien dans la boîte numérisée et enregistrée. Si jamais vous avez encore des points, je réfléchis en même temps s'il y a des choses que j'aurais pu oublier de vous indiquer. Donc, quoi qu'il arrive, si jamais vous avez des questions, vous aurez besoin de retours d'expérience, de conseils, peut-être même de nous croiser quand nous pourrons enfin être ensemble lors de manifestations, de salons, enfin je sais pas, on aura peut-être l'occasion de se croiser. Voici mes coordonnées, n'hésitez pas à vous les noter, à me contacter à la suite de cet événement. Je remercie encore une fois les organisateurs, la Fédération Compagnonique, et puis les différents acteurs. J'ai eu la chance de suivre d'autres conférences et d'autres tables rondes. C'est vraiment très inspirant. J'espère que ça donnera envie aux gens de venir dans le bâtiment. Il y a beaucoup de choses à faire, aussi bien sur les chantiers qu'au bureau, en direction. Enfin voilà, c'est un univers très vaste, le bâtiment. Il y a plein de possibilités.
d'évolution, de développement, de reconversion. Donc voilà, je peux vous souhaiter à tous que d'avoir envie de nous rejoindre dans cette filière. Doit-on couvrir les surfaces vitrées lors des mesures prises à l'intérieur? Oui, effectivement, c'est une très très bonne idée. Donc j'ai un confrère qui fait du relevé, qui met des couvertures quand il le peut sur les espaces vitrés, et comme ça lui évite d'avoir des rebonds de points en fait. C'est assez marrant sur le scanner quand il y a un vitrage, en fait ça fait comme une explosion. Voilà. On voit que le faisceau il rebondit et donc ça fait des grosses taches. Après, moi je prends pas le temps de les cacher parce que c'est toujours délicat chez le client de mettre une couverture, etc. Donc tant pis. Et après je nettoie le scanner dans le logiciel. Je vois des remerciements, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette présentation. C'est un exercice délicat parce qu'on est tout seul devant son écran et on ne sait pas trop l'interaction avec les gens. Donc c'est vrai que c'était une première pour moi. Je suis très heureux de l'avoir fait. J'ai hâte de pouvoir participer à de nouvelles manifestations avec vous tous, mais en présentiel, je pense que ça sera quand même un petit peu mieux. En tout cas, bon courage à tous. Bonne continuation. Et puis à bientôt. Je laisse encore l'écran allumé et la connexion pendant 3 minutes si vous avez des questions. La prochaine conférence a lieu à 13h30 pour une table ronde sur le thème du compagnonnage d'aujourd'hui et de demain, il me semble. Donc voilà, bonne continuation à tous et à bientôt.